Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre présentation. Donc on vous remercie d'être présent pour cette petite conférence sur les centres de maintenance à l'heure de la transition énergétique. Donc on va se présenter d'abord. Donc je suis Stéphane Vermet, je travaille sur les centres de maintenance depuis une vingtaine d'années, sur tout mode de transport, à la fois bus, métro, tramway, ferroviaire, etc. Et pour ma part, Cédric Châtenay, donc aussi chez Aegis, et je me concentre sur la partie électrique courant fort. Donc quand on parle de transition énergétique sur un centre de maintenance, on parle souvent d'électrification, et donc on va orienter notre conférence sur la partie électrique, transition liée au bus électrique. Mais en réalité, il y a d'autres possibilités. Il y a l'hydrogène, il y a le GNV, etc. On n'a pas le temps de traiter tous les sujets, donc on va se focaliser sur l'électrique. Mais il y a quand même beaucoup de thématiques qu'on va pouvoir retrouver sur les autres modes. Et donc, on est à votre écoute. Si vous avez des sujets après la conférence pour discuter avec vous de ces différents sujets. Donc, le changement de paradigme. Alors, pourquoi on passe de changement de paradigme ? Parce que, historiquement, on avait des bus diesel, on avait des installations de maintenance, on avait une station-service, on avait des choses relativement simples. On achetait des bus qui avaient toutes plus ou moins les mêmes caractéristiques, la même autonomie. Et donc, on achetait tout ça quasiment sur catalogue. Quand on parle d'électrification, on n'achète plus seulement des bus. On achète des bus, mais aussi une infrastructure de recharge. Et cette infrastructure de recharge, elle est adaptée aux besoins de l'exploitation et aux caractéristiques des bus. Et donc, ça remet pas mal de choses en cause. Et puis, forcément, cette recharge électrique, dans bien des cas, on va la retrouver sur les centres de maintenance. Et des centres de maintenance qui n'ont pas été conçus pour ça au départ. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de changement de paradigme. Et donc, on va devoir faire évoluer ces sites pour répondre à ces nouveaux usages, ces nouveaux besoins. Et le centre de maintenance devient une infrastructure stratégique qui va participer aux performances du réseau. Il participait déjà avant, mais aujourd'hui, ça devient un élément vraiment structurant des performances du réseau. Alors, transformer un site de maintenance, c'est d'abord un défi global. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement un sujet technique. Alors, bien sûr, on va voir le sujet de l'électrification, des bornes de recharge, des postes de transformation, etc. Mais derrière, on va embarquer d'autres thématiques. Donc, par exemple, le sujet de l'évolutivité. Aujourd'hui, un centre de maintenance, il a une durée de vie qui va bien au-delà de matériel roulant qu'on a déjà. Un bus, c'est 15 ans, 10 ans, 15 ans. Le centre de maintenance, il est sur des dizaines d'années. Et donc, il faut réfléchir quand on commence à faire des évolutions. C'est également le vrai quand on le conçoit d'ailleurs, à garder des possibilités d'évolution pour pouvoir le faire vivre au fil des années. Quand on fait un projet d'évolution, d'électrification d'un centre de maintenance, on doit aussi se poser la question des réhabilitations, notamment si c'est sur un dépôt qui est relativement ancien. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Quels sont les besoins nouveaux qui doivent être adressés ? Quelles sont les fonctionnalités qu'on veut améliorer sur ce site ? Voilà. Et donc ça nous oblige en tant qu'ingénierie de réfléchir globalement, de proposer des solutions adaptées, cohérentes avec les besoins de l'exploitant, les besoins de la maîtrise d'ouvrage et les évolutions futures. Forcément, pour qu'un projet de ce type fonctionne bien, il faut être capable de gérer de manière précise toutes les interfaces, puisque c'est multidiscipline. On va avoir du bâtiment, des VRD, des lots techniques, des contraintes opérationnelles, etc. Il y a des sujets réglementaires, notamment liés au stockage et à la charge des batteries.
Et puis, il y a un vrai sujet planification, puisqu'en général, on va travailler sur des sites exploités qui doivent continuer de fonctionner pendant toute la durée des travaux. Et donc, il faut être capable d'assurer un minimum de services à l'exploitant. Et il faut aussi être capable de s'adapter à la transition de l'électrification, puisqu'en général, on ne change pas, c'est pas le Big Bang, et du jour au lendemain, il y a 100% des bus qui deviennent électriques. Ça va se faire sur plusieurs étapes, plusieurs années. Et donc, il faut être capable de gérer ça, le piloter sur la durée. Voilà. Donc, les impacts les plus structurants sur un dépôt. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Voilà. Donc, d'abord, on va parler du plan masse. Le plan masse, c'est donc l'aménagement global du site. Quand on commence à parler d'électrification, tout de suite, on va réfléchir aux postes de distribution qui doivent être implantés, qui n'ont pas été prévus au départ en général, et donc ça va obliger, dans bien des cas, à recalpiner le remisage pour être capable d'implanter ces bornes de recharge. Ces bornes de recharge, elles sont alimentées par une sous-station, et donc ça veut dire qu'on va devoir ouvrir un petit peu tout le remisage pour créer des réseaux, pour amener cette énergie au bon endroit. Le bus électrique est un petit peu différent du bus thermique, et donc les besoins, les opérations de maintenance ne sont plus les mêmes. Et donc on va devoir également faire des aménagements sur les voies de maintenance. L'une des particularités, c'est par exemple, beaucoup de bus ont des batteries, des packs de batteries en toiture des bus. Pour accéder, faire la maintenance, remplacer ces packs de batteries, on a besoin de passerelles. Quand on parle de passerelles, ça veut dire qu'on a besoin de les implanter, et donc on a besoin également parfois de plus de place en largeur pour implanter ces passerelles. Et donc ça veut dire que parfois, quand on a des travaux de maintenance trop faibles, trop étroites, eh bien, il faut réfléchir à peut-être supprimer des travées ou trouver des autres implantations. Donc la réglementation incendie, qui est une réglementation donc liée au risque d'inflammation des batteries, qui va nous obliger à notamment donc prévoir une détection incendie sur le remisage, mais également qui peut nous obliger à ajouter, en général c'est tout le temps même, la zone de quarantaine pour pouvoir isoler un bus qui serait avarié. Et puis aussi, on peut avoir des enjeux liés à la gestion des eaux d'extinction d'un incendie par les pompiers, avec des bassins de rétention pour collecter toutes ces eaux. Donc tout ça, c'est piloté par des arrêtés, par un certain nombre de choses. Et donc à partir du moment où on commence à faire ce type d'évolution sur un site, il faut aller jusqu'au bout. L'autre impact sur le dépôt, elle concerne donc l'organisation du site et des équipes, puisque pendant les travaux, il faut maintenir l'exploitation. Donc ça va plutôt nous orienter vers un séquentage fin des travaux, avec parfois des travaux qui se font zone à zone. On libère une zone, on fait les travaux, on libère une autre zone, et ainsi de suite. La cohabitation multi-énergie est aussi un sujet important, puisqu'on ne va pas changer les bus d'un coup, on va se retrouver avec les contraintes de la distribution gasoil qui doit être compatible avec les implantations des infrastructures de l'électrification, et donc avec des contraintes qui à terme ne seront plus les mêmes, mais pendant toute cette période transitoire, elles doivent être prises en compte. Et puis enfin, il faut adapter la compétence des équipes de maintenance, puisque globalement, faire la maintenance d'un bus, il y a beaucoup moins de mécanique, il y a plus d'électronique, il y a plus d'électrotechnique, il y a plus d'informatique, et donc il faut pouvoir faire évoluer les compétences des équipes. Donc pour la partie infrastructure électrique d'un dépôt, donc c'est Cédric qui va faire le relais. Alors voilà un schéma qui représente en gros une architecture qu'on retrouve de plus en plus sur les dépôts neufs ou en cours d'électrification. Donc vous avez en partie basse tous vos chargeurs, comme le disait Stéphane, qu'il va falloir implanter, quitte à modifier le fonctionnement et la gération des véhicules sur site. Et ces chargeurs sont reliés à une sous-station, un poste haute tension, basse tension, parce que, spoiler alert, vous allez avoir besoin de haute tension
pour alimenter tout ça. Ça ne se fera plus en basse tension, mais il vous faut une alimentation haute tension. Et ça, ce sont les postes qu'on appelle les sous-stations, les postes de transformation haute tension, basse tension. Alors on en a plusieurs. On regroupe les bus par grappe et chaque sous-station, on va en alimenter selon les puissances, selon le type de chargeur et l'autonomie de chaque véhicule, une dizaine, une vingtaine. Ça veut dire qu'il va falloir implanter plusieurs postes satellites sur le site, et ce, en fonction du phasage de la transition du dépôt s'il est déjà existant. Alors dans le petit schéma, vous voyez qu'il y a 2 transformateurs. On est obligé de redonder l'installation, évidemment, parce qu'en cas de panne, le lendemain matin, vous risquez de perdre une dizaine de bus, donc ce n'est pas acceptable. Alors on doit rajouter un transformateur en redondance. Quand il y en a N, il en faut N plus 1. De même que des chargeurs, évidemment, s'il y a un chargeur qui est en panne. Alors si on a une panne de transformateur, on peut aussi imaginer migrer les bus vers des chargeurs qui fonctionnent, mais ça demande du personnel qui aille faire le déplacement des véhicules. On peut aussi imaginer des chargeurs rapides de secours le matin. Si un bus n'a pas pu se régénérer, remplir ses batteries, eh bien on peut le faire en urgence le lendemain matin. Et enfin, à l'étage du dessus, vous voyez que tous ces postes satellites sont reliés par une boucle de tension, c'est-à-dire que vous allez devoir gérer un réseau de tension. Alors pourquoi en boucle ? Pour les mêmes raisons. Si une partie du réseau est dans le noir, vous pouvez alimenter de l'autre côté. Donc encore des sujets de redondance. Et ce réseau, il va falloir l'imaginer à l'horizon final de l'électrification complète du site. Enfin, tout en haut, vous avez le poste de livraison qui va vous permettre de recevoir l'énergie depuis Enedis. Et tout au milieu, vous avez aussi un étage fonctionnel de supervision. Donc si vous aviez une gestion technique de bâtiment, ça va devenir une gestion technique centralisée de transmission entre les chargeurs et les sous-stations entre elles, le réseau de tension et aussi de la communication avec les véhicules. Donc vous aurez un étage fonctionnel assez conséquent. Donc voilà l'architecture, voilà votre dépôt. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Alors, pour le savoir, c'est là qu'on va devoir initier un dossier de raccordement auprès d'Enedis, avec un dossier pour aussi modifier une installation existante le cas échéant, et demander à Enedis s'ils ont les capacités de nous alimenter, ou à quelle échéance et à quel prix. Donc ça, c'est la partie suivante, ça va être le dimensionnement électrique. Dimensionnement électrique, ça nous demande, à nous, électriciens, de connaître évidemment l'autonomie du véhicule et la stratégie de recharge. Et puis, connaître les graphiques d'entrée-sortie en situation nominale. Donc là, on va définir l'heure de pointe électrique, qui n'est pas l'heure de pointe d'exploitation. C'est quand tous les bus rentrent le soir en général. C'est là qu'est pour nous l'heure de pointe électrique. Et puis pensez aussi aux perturbations d'exploitation. Si des bus rentrent en retard ou si un soir on doit vider le stade de foot après un grand concert et qu'il y a une trentaine de bus qui rentrent à 1h du matin et qui doivent ressortir à 4h ou 5h ou 6h, ça, il faut le prendre en compte. Donc prendre aussi à terme l'électrification complète du dépôt et puis enfin vérifier que le réseau sera en mesure de nous alimenter. Et ça, c'est les grands sujets avec le réseau local, en général Enedis, ou des régies locales. Alors, on a une petite option quand même. À la fin de nos études, vous voyez qu'on a ici un graphique typique de recharge de véhicules. Vous voyez qu'il y a peut-être une optimisation à faire sur l'heure de pointe. Eh bien, grâce à des études qu'on peut faire nous et grâce à une couche logicielle de smart charging, on peut lisser la pointe qui est là-haut et la retarder, l'amener un petit peu plus tard. Donc tout ça, ça demande d'avoir à disposition les entrées-sorties du dépôt théorique par le SAE, le système d'aide à l'exploitation, et les heures de sortie. Voilà. Donc il existe un logiciel qui peut faire ça un peu intelligemment. Donc voilà en résumé un petit peu ce que représentent les études et les infrastructures électriques. Donc c'est mettre des jolies boîtes comme celle-ci un petit peu de partout. Donc comme l'a dit Stéphane, ça prend de la place. Et puis ici, dans ce petit schéma, vous voyez, on voit comment on a dû creuser des tranchées dans le site pour mettre des câbles un petit peu de partout. Voilà.
Donc pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de vous exposer, on a pris comme exemple le dépôt de Brest-Kergonan qui a fait l'objet du début de l'électrification du site. Et donc c'est un dépôt qui donc historiquement avait une centaine de bus thermiques. Et donc on a donc piloté donc l'électrification de ce site, qui est une électrification qui va se faire en phase. Donc il y a 25 bus en 2026, on arrive à 37 en 2028, et puis à terme en 2036 il y aura 95 bus. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une coexistence entre du thermique et de l'électrique pendant une durée relativement longue, une dizaine d'années. Et donc la première phase a été donc d'implanter 38 points de recharge, donc en fait 19 postes de double sur le remisage. Et donc, comme l'a expliqué Cédric, on a été amené à installer des transfos, à créer un local de mise en quarantaine. Donc c'est un bâtiment séparé qu'on a dû construire sur le site, qui permet d'isoler un bus qui aurait donc un problème sur ses batteries, pour éviter qu'une propagation de l'incendie sur d'autres véhicules. Il y a aussi parfois des contraintes d'assurance qui obligent à prendre des mesures parfois encore un peu plus conséquentes suivant les réseaux. Une détection d'incendie sur le remisage, un poste de surveillance, donc smart charging, comme l'a expliqué Cédric, qui permet de gérer l'appel de puissance et la rotation de charge des différents bus. Et également, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la création d'un bassin de rétention de 300 mètres cubes, donc c'est pas rien, pour pouvoir collecter les eaux éventuelles qui permettraient de lutter contre un incendie sur ce site. Donc c'était un bassin de rétention qui n'existait pas, qui a dû être créé. Donc ça, c'était la partie, je dirais, purement liée à l'électrification. En fait, ce qui se passe sur ce type de projet, donc là, on était sur un dépôt de 81 de mémoire, donc de un peu plus de 40 ans. Et donc, quand on commence à faire des travaux qui sont quand même des travaux importants sur ce site, ça amène beaucoup de questions sur ce qu'on fait de ce site, comment on le fait évoluer, comment on le met à jour, comment on le réhabilite, etc., etc. Et donc, il y a eu un nombre d'opérations qui sont programmées, qui ne sont pas toutes réalisées, mais qui le seront à terme, pour faire évoluer ce site et l'amener dans le fonctionnel optimisé pour ces nouveaux besoins. Et donc, notamment, il y a un projet de rénovation complet des locaux administratifs et d'accueil du personnel. Donc ça, c'est plutôt un projet bâtimentaire. Il y a le déplacement de la station-service, puisque cette station-service qui contenait notamment donc la distribution de gasoil et la machine à laver, eh bien en fait, elle va à terme devenir un espace de voie de maintenance, de travail de maintenance. Donc là, typiquement, on est sur une logique de travaux zone à zone. On libère une zone, on fait les travaux, on change les positions des bus, et puis ça libère une autre zone, et ainsi de suite. Donc ces anciennes travaux de maintenance à terme vont devenir des ateliers spécialisés. Et puis il y a des réflexions sur l'optimisation des travaux, des flux, de l'ergonomie des postes de maintenance, etc. L'intégration de passerelles d'accès en toiture pour faire la maintenance des bus, à la fois sur la partie, je dirais, ancienne pendant la phase transitoire, et bien entendu sur les nouvelles travaux de maintenance. Une adaptation des moyens de levage, etc., etc. Donc tous ces éléments nécessitent d'avoir une réflexion globale pour pouvoir à la fois bien les définir aux échéances prévues en fonction du calendrier de livraison des bus, et puis de le caler par rapport à ce que l'exploitation peut supporter comme perturbation pendant les travaux. Et puis il y a également, sur un dépôt qui a 45 ans, des sujets de renouvellement d'équipements de maintenance, donc ça peut être aussi l'occasion de revoir effectivement, de remplacer, de rénover, etc., etc. Et donc voilà, tout ça d'une opération d'électrification, en fait, dans bien des cas, on va se retrouver sur une opération beaucoup plus large de rénovation complète, de reconfiguration du site pour lui permettre de répondre aux enjeux des prochaines décennies.
Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet important qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électrification, enfin, quand on commence à engager des travaux, c'est important de réfléchir sur ce qui est nécessaire sur ce site et pouvoir gérer ça d'une manière globale, calibrée, cadencée et répondre vraiment à cet enjeu final. Alors quelques photos pour illustrer, pour ceux qui auraient du mal à imaginer de quoi on parle. Donc les transfos, donc c'est la première image à gauche, le local de quarantaine bus qui est vraiment un bâtiment à part qui a été construit sur le remisage. Les cuves de rétention, donc avant leur enfouissement, donc c'est des grandes cuves cylindriques couchées. Les postes de distribution et puis les points de recharge pour les bus qui est, je dirais, ce qu'on voit le plus, mais qui est juste la terminaison de cette installation de distribution électrique. Alors, en conclusion, c'est bon, je suis encore bon. Donc les enjeux majeurs. Nous, un peu, c'est voilà, notre retour d'expérience, c'est que le premier sujet, c'est la programmation. Il faut vraiment réfléchir sur la programmation de votre projet pour bien identifier les sujets, pouvoir les hiérarchiser, pouvoir les mettre sur un planning et afin de répondre parfaitement aux besoins et aux contraintes du site. Le pilotage des interfaces est bien entendu un élément essentiel de la réussite du projet parce que c'est un sujet multidisciplinaire. On va avoir à la fois du bâtiment, des VRD, des systèmes, des sujets purement fonctionnels de flux des véhicules, de giration, de flux des équipements, de positionnement des lieux de stockage. Parfois, les lieux de stockage, initialement, étaient mal placés, trop loin des voies de maintenance, etc. Et donc, c'est le moment de revoir ces sujets-là pour optimiser le fonctionnement, donc pour avoir des gains de temps d'intervention sur les opérations de maintenance, de tout ordre. Et donc, globalement, un pilotage maîtrisé de votre opération. Alors, chez Egis, on a, face à ces enjeux, on a mis en place des équipes qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle l'intégration système sur les dépôts. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'intégration système ? C'est une équipe d'abord qui est spécialisée sur les centres de maintenance. C'est-à-dire qu'ils passent, voilà, leur projet, c'est les centres de maintenance. Alors, ils vont pouvoir travailler sur les centres de maintenance à la fois tout mode, donc ça peut être des bus, etc. Ça leur permet d'avoir une culture globale sur les centres de maintenance et d'avoir cette vision besoin fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils savent ce que l'exploitant, le mainteneur, demain fera de cet outil qu'on appelle le dépôt, qui est un outil qui permet de faire la maintenance d'un matériel roulant, d'un type ou d'un autre. Et donc, la force de ces équipes-là, c'est que justement, elles vont avoir cette vision globale, elles vont être capables d'expliquer, de faire de la pédagogie auprès d'un architecte, auprès des entreprises de réalisation, etc., de travaux, pour dire, voilà, à la fin, qu'est-ce que l'exploitant va faire, quels sont ses besoins. C'est aussi des gens qui sont capables de discuter avec les exploitants pour bien comprendre quelles sont leurs contraintes. Parce que les exploitants, ils ont un peu tendance parfois à réfléchir en termes de solutions, parce qu'ils sont très pragmatiques. Et parfois, il faut revenir au besoin initial, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions, tout aussi efficaces et peut-être plus pertinentes, qui répondront à leurs problématiques, mais qui seront plus intelligentes pour X et Y raison. Donc la vision transversale, dès la phase d'étude, c'est de notre point de vue un élément essentiel pour la réussite de ce type de projet. Et donc, quand on a mis en place une équipe d'intégration système, c'est elle qui devient le garant du respect des fonctionnalités du site, du début jusqu'à la fin. Y compris quand on est dans une phase de travaux où des fois il faut prendre des décisions un peu rapides. Bon, ben voilà, je sais pas, il y a une armoire électrique qui n'a pas été intégrée ou qu'il faut déplacer. C'est pas parce qu'il y a un espace vide quelque part que cet espace vide ne sert à rien. Peut-être que cet espace vide, il est là pour réaliser un certain nombre d'opérations de maintenance et que voilà, c'est pas parce qu'il y a la place qu'on peut le mettre à cet endroit-là. L'excellence technique, donc multidisciplinaire, hein, ce type de projet nécessite donc de faire appel à des ingénieurs
plein de spécialités. Une gestion de projet maîtrisée, bien sûr, tout ce qui est interface, tout ce qui est dossier réglementaire, planification. Et puis donc un pilotage intégré qui est orienté système et exploitation. Ce n'est pas seulement un projet bâtimentaire ou un projet électrique, c'est un projet global avec une multitude de sujets qui doivent être coordonnés. Voilà, je finirai par la conclusion finale, c'est que la performance d'un réseau, elle ne se joue pas uniquement en ligne, mais elle se construit aussi dans son centre de maintenance, qui est un élément névralgique, qui doit être sur lequel il faut apporter beaucoup d'attention, parce qu'un dépôt qui fonctionne mal ne permettra pas de tenir une bonne disponibilité des matériels roulants qui en sortent. Voilà. J'ai fini notre présentation. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Fabrice Rodier, j'avais une question. Quel retour d'expérience vous pouvez tirer du projet de dépôt de bus là avec Brest Métropole? Quels ont été les principaux enseignements, les réussites probablement observées, les difficultés rencontrées qui n'ont pas manqué de se produire, et surtout quelles recommandations pourriez-vous donner pour la conduite de projets similaires? Alors, déjà, c'est un projet qui était phasé avec... il y avait des études qui avaient déjà été faites par ailleurs, qui ont été reconduites, remodifiées, etc., etc. Ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, c'est un projet qui est phasé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases de livraison de véhicules, donc il faut prévoir des aménagements qui suivent cette programmation, ce planning. Et donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours sur les évolutions du site. C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment sur l'idée de dire il faut implanter des bandes de recharge. Et à la fin, au fil des discussions, il y avait besoin de revoir telle partie, les ateliers, etc., etc. Et donc, il y a eu des échanges assez longs et pour aboutir à la version finale qui convient à peu près à tous les interlocuteurs, et notamment donc les utilisateurs. Et donc typiquement, par exemple, la station-service, elle était au départ, elle devait rester à l'endroit où elle était initialement, et au final, pour diverses raisons, elle était complètement déplacée pour créer un hall complet pour des nouvelles voies de maintenance. Historiquement, par exemple, il n'y avait pas de voie traversante pour les bus articulés, par exemple. Donc là, c'était un besoin qui, au travers de cette opération, est devenu nécessaire pour faciliter les gérations sur les bus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce REX ? Je dirais qu'il faut... voilà, je pense que c'est important de comprendre comment fonctionne le site. Pour moi, c'est un sujet essentiel de comprendre, parce que chaque site est différent, chaque site a son histoire. Les équipes aussi travaillent pas forcément de la même manière, si on est à Brest, à Rennes, à Lille ou ailleurs, et donc il faut bien comprendre comment ils travaillent, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins, pour leur proposer un aménagement qui va répondre à leur voilà. Et puis l'élément qui est essentiel, c'est l'évolutivité du site. C'est-à-dire que quand on commence à modifier un site, mais c'est également vrai quand on part de la feuille blanche, on sait qu'un site de maintenance, il va avoir une durée de vie qui sera bien au-delà des bus, des premières versions, etc. Et donc il faut faire des choix de conception qui préservent l'avenir. Et donc pour ça, il faut avoir ces idées en tête. Si on raisonne juste, je mets des bornes, je mets des bornes. Mais après, peut-être que je vais les positionner à un endroit qui va me poser problème plus tard, parce que demain, peut-être que la première version, ça va être, 25% d'électrification du parc. Et comment je fais pour les 75% qui arrivent? Si j'ai massacré, entre guillemets, les espaces pour poser un truc un peu là où ça m'arrange. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément essentiel pour avoir une trajectoire de modification du site maîtrisée, programmée, et qui permette d'éviter autant que possible les allers-retours sur des modifications à la fois système mais fonctionnelles.
Alors peut-être que je peux rebondir sur ce que tu as dit. Alors c'était pas sur Brest, mais sur d'autres réseaux. Donc le schéma qu'on vous propose, il est idéal quand on a un programme qui est défini. Mais souvent, les autorités organisatrices ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Est-ce que c'est 10 bus? Est-ce que c'est 8 bus? Est-ce que c'est des articulés? Finalement, on va mettre des standards. On va y aller progressivement. Et derrière, il faut définir une infrastructure, comme on l'a dit, qui préserve l'avenir. Et c'est pas toujours évident, mais on fait au mieux. Voilà. Ça concerne aussi je dirais, la programmation de l'investissement. Et des fois, il y a des investissements qu'on peut effectivement séquencer assez facilement. Et des fois, il y a quand même un intérêt, par exemple sur le poste de transformation, d'avoir un petit peu de capacité supplémentaire pour prévoir les évolutions à venir, même si elles ne sont pas encore complètement finalisées, programmées, etc. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, des projets à nous proposer, etc. Donc on vous attend. On est au stand 41, je crois. Donc on vous accueillera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Ouais, vraiment nickel.